Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de Ici Paris Île-de-France, épisode 28 aujourd'hui, veille de match de Coupe de France. Alors je voulais le jouer un peu sur le côté « Oh pardon, je me suis trompé, non c'est de la Ligue des Champions », c'est un peu ça, hein, remarque. Mais en tout cas, veille de Ligue des Champions, un 16e de finale qui sent bon. La Ligue 1, on va quand même à Roudourou, à Guingamp, dans ce stade qui nous a vu du Rony jouer, du Neymar jouer et qui va voir désormais Kvaratskhelia toucher un ballon sur cette pelouse. En tout cas, le Paris Saint-Germain, je sais pas pour vous, mais cette séquence, elle est quand même belle du côté du PSG. Ça joue bien, on se régale, intense les Parisiens, du petit velours, de la régalade. Bref, au final, cette équipe qui n'a strictement rien gagné, on est bien d'accord, mais qui pour l'instant, eh bien, nous fait plaisir, bien évidemment, sur cette période de janvier et début février. Encore la masterclass face à Monaco, extrêmement intéressante. Elle mérite en tout cas certains applaudissements, cette équipe du Paris Saint-Germain. Puis il y a peut-être certaines choses aussi à se dire. On va se la dire justement dans 100% PSG, la tribune. Mais avant de commencer tout cela, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Ouais, je suis comme ça. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cadeau. Et puis après, on fait les titres. À tout de suite. Attention, Vitinha, lui goal sur le coup franc. On s'est fait surprendre. Côté droit, à 20 mètres, avec Majeki qui s'est fait surprendre petit. Poteau droit là, entre le poteau et le gant du gardien. Avec Majeki qui pousse ce ballon, mais c'est trop tard, il le pousse dans la cage. But de Vitinha à la 6e minute de jeu sur ce coup franc provoqué par Désiré Doué. On est à l'angle de la surface de réparation. Fin de frappe de Kvaratskhelia et derrière Vitinha qui va de son coup de pied arrêté. Bien joué, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Des Barcola, c'est pour Varane qui crochette, c'est magnifique. Goal! Quel but de furieux vient de nous mettre Kvaratskhelia, le premier but avec le Paris Saint-Germain. Il vient de casser un rein, deux reins, trois reins. Il y a tout Monaco qui vient de prendre l'eau, exceptionnel. Et derrière, une frappe pied gauche, on a arraché les filets d'une cage. Goal! La frappe! Goal! Le Paris Saint-Germain! Ousmane Magic Dembélé! Passe de Désiré Doué en entrée de surface de réparation en profondeur. Et là, Magic qui un petit peu finalement, comme tout à l'heure, Gino Donnarumma qui ferme mal son poteau. Il met une sèche, il cadre. Et oui, messieurs dames, car désormais, il joue la carotte et il met les buts. Ousmane Dembélé. Nuno Mendes qui va accélérer, qui va rentrer à la surface de réparation. Il donne pour Dembélé. Goal! Passe clé de Fabien Ruiz. Profondeur, accélération de Nuno Mendes. Et ce petit ballon pour le doublé d'Ousmane Dembélé. Triplé, doublé pour Ousmane Dembélé. On est en train de vivre une dinguerie. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, après ce cadeau, le PSG qui assomme donc Monaco et qui continue d'impressionner, victoire 4-1, avec une équipe solide, très solide du côté du PSG. On va bien sûr passer le match de Monaco à la machine, la moulinette du j'aime pas. On reviendra sur la prolongation de Luis Enrique jusqu'en 2027, peut-on dire 2 ans de bonheur en plus pour l'interrogation. On se posera la question, toujours en parlant des prolongations, les 6 joueurs annoncés samedi, dont Vitinha, Hakimi et Mendes. Est-ce le signe que le projet PSG plaît de plus en plus aux joueurs? Là aussi, il y a question, il y a débat. Le PSG est-il la meilleure équipe d'Europe? C'est pas moi qui le dit, c'est Adi Hütter. Après le match face au PSG, l'entraîneur monégasque l'a annoncé. Il estime que cette équipe est au-dessus du lot et au-dessus de l'Europe pour l'instant. On va se demander s'il a raison. Enfin, est-ce que le PSG doit craindre Brest? C'est demain soir à vivre sur notre antenne, bien évidemment, en Ligue des Champions à 18h45. Merci l'UEFA pour cet horaire magnifique un mardi soir. En tout cas, la rencontre, c'est un 16e de finale. Est-ce que Paris doit craindre Brest? On se pose là aussi la question. De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG la tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune.
qui compose l'équipe du jour. Il est avec nous avec, je suis déjà jaloux, je vous le dis tout de suite, c'est Romain Bédouc. Je vais vous expliquer pourquoi je suis jaloux de l'équipe de Ici Paris Île-de-France. Salut Romain. Salut Bruno, salut à tous. Il a un Teddy, j'ai toujours rêvé toute ma jeunesse. Et pas mal, hein. Voilà, d'avoir un Teddy. Alors après ça se porte, faut pas être un peu grassouillé comme moi, mais il a un superbe Teddy Paris Saint-Germain, je suis très jaloux. Voilà, donc je te parle plus et je vais présenter les autres. Salut mon Romain et bienvenue bien évidemment. Romain tous les matins, le billet 100% PSG sur notre antenne à 8h40. Tic et tac, je les ai présentés comme ça. Désormais, ça sera leur surnom. Ce sont nos deux journalistes indépendants spécialistes du Paris Saint-Germain, Alexandra Flalo et Marc Méchenois. Salut les garçons. Salut. Ah, voilà. Ça commence à se... Il y a de l'harmonie, hein. Ah, c'est bien, c'est bien. On s'est jeté un regard et on a su. Superbe, voilà, c'est ça. Vous avez accéléré tous les deux au bon moment sur votre couloir droit, couloir gauche. À vous de voir, bien évidemment. Mais vous avez mis l'accélération. Les copains, heureux de vous retrouver pour cette tribune. Alors, c'est une tribune qui va être consommée de manière particulière. Faut le savoir. Veille de Ligue des Champions, c'est toujours pareil. Ceux qui vont prendre la route vont se dire tiens, je vais me mettre le petit podcast qui va bien pour faire la route pour aller jusqu'à Guingamp. Vous êtes 920 à faire le déplacement. Félicitations à vous pour aller du côté de Guingamp pour ce match Brest-PSG qui est demain. Et après, bien évidemment, consommation dans le train, dans la voiture, dans le bus, dans tout ce que vous voulez, à la maison. Mais n'hésitez pas aussi en famille. Et je voudrais tant que tu le consommes dans un truc qui bouge. Consommation du podcast, Voilà, c'est ça. Oui, consommation du podcast, bien évidemment. Et alors, vous savez quoi, quoi, être immobile en consommant. Il faut que tu ailles d'un point A à un point B pour consommer ce podcast. Eh bah, tu sais quoi, tu me fais une passe décisive qui est magnifique. Je tiens à saluer Loïc Bertrand. Je le salue. C'est le président du PSG Fan Club Montréal. Et vous savez comment il nous écoute? Il se met sur son vélo. C'est pas un home trainer, tu sais. C'est le vrai vélo. Il a un parcours devant lui, puisqu'il est au Canada. Il neige en ce moment, donc il pédale toutes les semaines, tous les lundis. Il se fait ses 100 bornes, et donc il regarde à la télé, sur YouTube, notre émission, voilà, et il se fait sa petite heure avec nous, donc on le salue. Il roule et il regarde en même temps. Ah, il regarde en même temps. Alors, je tiens à dire, en tant que fervent défenseur, je donne du temps. C'est en salle, non, c'est en salle. C'est en salle. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que t'avais vélo sur route. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je te parle de Canada, je te parle de neige. Ne conduisez pas et ne regardez pas votre téléphone. Tu as complètement raison. Je pensais que Bruno parle de Canada, donc ça ne peut pas se passer. Ça peut pas se passer. Il y a ceux qui parlent de Gérone et il y a ceux qui parlent du Canada. Et au demeurant, j'aime bien cette unité de mesure, c'est-à-dire qu'en fait, l'émission dure 100 km. C'est ça. C'est ça. Donc, on dit plus, ça dure 1h30, ça dure 100 bornes. Aujourd'hui, on va faire 88 km, on n'a pas le temps, voilà. Donc, voilà. C'est ça, on va accélérer un petit peu, effectivement, et monter en selle. Les gars, on part sur ce match face à Monaco, on s'est régalé avec des buts de Vitinha, avec encore du doublé de Dembélé, avec du Gvara, on l'a entendu dans la présentation et le petit cadeau qu'on a fait à nos amis internautes. On va attaquer avec le j'aime pas. Un j'aime pas, votre choix. Votre choix. Ça a été décidé sur la conversation WhatsApp, donc vous êtes gentils. On reste dans les clous. En tout cas, on va attaquer avec Alexandre Flalo. Alex, quel est ton ou un j'aime pas? Moi, c'était un j'aime. En fait, du coup, vu qu'on partage les coulisses de cette émission, oui. Moi, je t'ai envoyé 2 j'aime et j'avais pas de j'aime pas. Donc, c'est en général bon signe quand on n'a pas de j'aime pas après un match. Non, moi je voulais donner un j'aime déjà d'appréciation et puis surtout d'encouragement pour le match de Rficha Kvaratskhelia. Oh là là, bien prononcé et tout. Le seul de la place parisienne qui le prononce correctement. Et donc, parce que voilà, pour dire rapidement, en fait, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens pendant et après le match qui n'ont pas forcément adoré ce qu'il a fait, etc. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il a proposé des choses intéressantes. Il a joué un peu pendant le match aux 3 postes devant. On l'a vu tester plusieurs choses. Et j'ai bien aimé aussi. Enfin, moi, j'aime bien globalement la façon qu'il a de combiner avec ses partenaires, de chercher, de faire tout de suite un déplacement après sa passe, de créer des espaces, etc. Il y a quelque chose que je trouve d'assez plaisant là-dedans. Et il apporte. Enfin, en fait, il est toujours en mouvement, quoi. Il est toujours en mouvement. Il a toujours quelque chose à proposer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et je me dis que avec le temps et avec les automatismes qui vont se créer avec ses coéquipiers, ça sera que plus plaisant. Et bien évidemment, il nous a gratifié d'un but tout à fait sympathique avec ce pauvre Magassa qui est encore en train de glisser porte d'Auteuil. Voilà, tu le vois glisser. Il y a des montages qui sont Magassa ou Mawissa? Mawissa, excusez-moi, pardon. Et en fait, tu le vois
vois glisser et en fait il y a des internautes qui ont fait des montages avec lui en train de dormir. Ouais, voilà, oui. ça C'est classique, mais il a pris la foudre, quoi, vraiment. C'est un bon joueur en plus. C'est dommage. Ah bah oui, non, mais alors ça n'empêche pas. Il y a des joueurs extraordinaires qui sont pris des tempêtes, hein, mais voilà. Donc j'ai beaucoup aimé qu'il ait marqué un but. J'ai globalement aimé son match. J'aime ce qu'il apporte. J'aime son énergie. J'aime sa complémentarité avec Dembélé et Barcola. J'aime le fait que, enfin, j'aime ce trio. En tout cas, une chose à noter et souligner, lors de la conférence de presse en fin de match de Luis Enrique, Dan Pérez, que vous lisez quelquefois et parfois dans l'équipe, qui fait des papiers tactiques très élaborés, brillant un homme adorable. Voilà, je souligne. Et un très très bon chanteur de karaoké. Ah, très bien. En gros, vous comprenez que c'est un pote. Voilà, moi je le connais très peu, mais que c'est un pote de la bande qui est autour de la table. C'est la deuxième saison, première saison de la Nouvelle Star qu'il a fait. Non mais premier degré. Oui, c'est vrai. Ok, je ne le savais pas. En tout cas, ce que je voulais dire, je voudrais juste terminer mon histoire de Dan Pérez. Dan Pérez a souligné et a posé la question auprès de Luis Enrique en lui disant: vous avez utilisé Guevara un tiers. En gros, vous l'avez utilisé sur tous les postes. Est-ce que c'est fait pour vous faites des tests grandeur nature et après derrière Luis Enrique s'est embarqué dans une explication qu'on lui connaît, mais il a apprécié de voir qu'un journaliste avait remarqué effectivement. Bon, on avait remarqué effectivement qu'il avait changé tous les postes, mais un tiers pour essayer Guevara sur tous les fronts. Tu préfères à quel endroit Guevara marque? Moi j'aime bien quand il rentre sur son pied droit, évidemment. Après, c'est vrai que j'ai été étonné que pour un garçon qui a 3 ou 4 matchs avec le PSG, il y ait une fluidité telle dans tous les déplacements sans ballon, dans les compensations aussi, parce que quand lui il va devant, ou Bradley Barcola, parce que souvent ça a été Bradley Barcola, lui il était à droite, il était à gauche, puis il était à droite. En fait, tout se fait d'une manière assez naturelle, et la question que je me pose, c'est je pense qu'en fait, il a la garantie qu'il arrive qu'il viendrait au PSG, ou que le PSG retenterait de le faire en janvier. Et je pense que pendant les 6 derniers mois, il s'est peut-être plus concentré sur le Paris Saint-Germain que sur Naples. Et à mon avis, il a très très bien observé cette équipe. Il a dû avoir des dialogues avec Luis Enrique et le staff parce que son adaptation aussi express sur le terrain, je vois pas comment. Enfin, il a dû très très bien observer le Paris Saint-Germain. Et je voulais dire aussi, ce matin, avant de venir, je regardais les replays de la LFP ce matin, et donc le commentateur de la LFP nous a rebaptisé Kvaratskhelia Kravatskelia. Je vous encourage à écouter Kravatskelia sur le site, dans la vidéo YouTube de la LFP. Voilà. Très bien. On salue les amis de la LFP qui prennent un petit tir. Voilà, mais j'ai bien rigolé, quoi. Kravatskelia. Romain. Et c'est pas une blague, hein. Vraiment, c'est véridique. On va aller chercher ça. Prononcer ce nom. Kravatskelia. Voilà. On va aller chercher ça. Romain, ton j'aime ou ton j'aime pas? J'aime également, parce que c'est vrai qu'on a passé une soirée qui est plutôt sympathique, et j'en parlais notamment ce matin dans ma chronique. J'aime actuellement les soirées qu'on passe au Parc des Princes. C'est-à-dire qu'on passe des très très bonnes soirées au Parc des Princes. On râle assez, je râle beaucoup, pour dire que justement quand c'est bien et quand on s'amuse, il faut le dire. Et là, ça se passe bien dans le jeu. On s'amuse à regarder cette équipe-là. Il y a de l'efficacité. On gagne des matchs, parce que souvent on nous dit que le bien jouer c'est au détriment des victoires. Non, on joue bien et on gagne des matchs. Et en plus, il y a toute une ambiance autour qui est hyper sympathique. C'est-à-dire que on avait ressenti ça, et on avait dit ça sur le match de Manchester City, sur le fait que tout le Parc des Princes s'était mis à encourager l'équipe, et pas seulement les ultras qui chantaient leur chant. Non, là il y avait eu un phénomène avec Boulogne. Il y avait eu une partie d'ultras qui était allée dedans, etc. Il y avait eu dans la tribune Paris des encouragements continuels, même à 2-0 pour Manchester City. On pouvait faire passer ça pour un épiphénomène. C'était la Ligue des Champions, c'était un gros match Manchester City, etc. Mais non, mais depuis ça continue. On voit qu'il y a des acclamations du parc à chaque récupération de balle. C'est un truc qui est très Parc des Princes, hein, vraiment d'encourager les récupérations. Ça continue, c'est hyper fort, et vraiment il y a une genre de symbiose entre ce qui se passe sur le terrain et ceux qui regardent le match, qui fait que en fait quand tu sors de la rencontre, t'as passé une super soirée. Et ça n'a pas souvent été le cas au Parc des Princes dernièrement, pas que au Parc des Princes, à l'extérieur également. Là, on a un truc qui est vraiment top, quoi. Je ressors du match, je me dis, mais en fait, je suis supporter du PSG, je kiffe, mais je suis supporter de foot, je kiffe aussi. Alors, je sais très bien qu'il
y a plein de mecs qui aiment le foot en France et qui vont pas forcément aimer parce que c'est le Paris Saint-Germain et que voilà, c'est la capitale, tout ça. Mais je pense qu'un fan de foot aime le PSG en ce moment et donc franchement, c'est top. C'est vraiment bien. J'ai cette impression, et Alex, que le Paris Saint-Germain, depuis le match de Manchester City, alors pas que pour les supporters, parce que là, je vais rebondir sur justement ce que vient de dire Romain, a repris un peu de crédit. C'est-à-dire qu'on a toujours été, voilà, ces dernières années, on se foutait plus de nous par rapport aux trois devant ou un seul devant qui voulait pas rentrer défendre, etc. Là, ça propose du foot et les gens passent des bonnes soirées en regardant les matchs du Paris Saint-Germain. Mais alors évidemment, je suis d'accord avec ce que disait Romain et puis avec ce que tu dis aussi. Je crois qu'en fait, il y a un point de bascule quand même. Ouais, en fait, je pense que le match contre City, il a vraiment servi à crédibiliser ce qu'on voyait. Non, mais comme un espèce d'électrochoc. Mais en fait, pour tous ceux qui suivent pas le PSG au jour le jour, c'est-à-dire que vraiment les gens à l'étranger ou les gens ailleurs en France qui en fait connaissent le PSG comme cette espèce de machine bling bling un peu extravagante et tout, et qui là se disent ouais, ça joue au foot, ouais, il y a plus de stars, mais c'est quand même pas mal, etc. Nous, du coup, nous, suiveurs du Paris Saint-Germain, on le sait, on le constate tous les jours. On a vu cette évolution depuis 1 an et demi, l'arrivée de Luis Enrique. Et pour ce que disait Romain sur toute l'ambiance générale autour du club, effectivement, c'est assez appréciable. Et je crois aussi que c'est dû au fait que, pour la première fois depuis assez longtemps, le PSG, c'est un club qui... Le PSG a enfin un alignement un peu parfait entre ses moyens et les valeurs qu'il doit représenter. C'est-à-dire que on a toujours eu d'habitude cette espèce d'asymétrie complètement folle entre les moyens qui ont un peu pris le pas sur ce que le club devrait être, ce que le club doit devenir et ce qu'il doit être. Et là, maintenant, on a un peu ce côté, ok, on a beaucoup de moyens, mais on a des moyens intelligents. C'est-à-dire qu'on a des moyens au service du football, au service du collectif, au service d'une certaine idée du jeu, au service d'un certain type de joueur qui va t'apporter un sens un truc un peu de sacrifice, de courage, voilà. Enfin, il y a un certain nombre de valeurs, je trouve, que représente ce PSG. Et en fait, quand les supporters se reconnaissent dans ces valeurs-là, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, d'histoires, de machin, en fait, quand tout s'aligne, les gens sont heureux, les gens ont envie de chanter, les gens ont envie d'encourager cette équipe. Moi, franchement, je suis beaucoup plus emballé par cette équipe quand je la vois sur le terrain se démener, se battre, courir, arracher des ballons, créer offensivement, même quand ça va un peu moins bien, même quand il y a un peu moins de buts. Je suis beaucoup plus identifié à cette équipe-là qu'il y a quelques années, quand il y avait toutes les stars, les machins, mais que ça ronronnait, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain, oui, effectivement, plaît. Et sur cette séquence, je le disais en introduction, bien évidemment, de voir tout ce qui est en train de se passer sur le terrain, c'est très agréable. Et ce qui se passe avant aussi, peut-être agréable, puisque on a eu des prolongations et on va en parler dans un J'aime pas de Marc Méchénois. Ouais. Je dévoile. Je passe pour le ronchon de l'affaire. Sachant que j'avais quand même envoyé un j'aime pour dire j'aime beaucoup ce que met en place, ce qu'on voit sur le terrain en ce moment. Alors, et que ne vous inquiétez pas. Il y a énormément de variété dans le jeu du PSG. Voilà. Écoutez-moi, regardez-moi là. On se regarde là, sur ceux qui écoutent et pour ceux qui écoutent aussi. Je vous parle à l'oreille. Écoutez-moi bien. En fait, il se dédouane, mais c'est qu'il y a un débat Luis Enrique. J'annonce qu'il y a un débat Luis Enrique et lui il vient me dire j'aime Luis Enrique. Donc en fait, on vient se percuter. Donc je lui dis tu sais quoi, tu vas nous parler de Luis Enrique. Ouais, ne t'inquiète pas. C'est un mauvais élève. Dans le débat sur la prolongation de Luis Enrique. On ne sait jamais, peut-être qu'il y en a qui vont couper le. Non, mais parce que tu es podcast au moment où je dis que j'aime pas en fait. On rappelle que tu es WhatsAppophobe, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à dire tous les groupes WhatsAppophobe. C'est ça. Il a du mal quelquefois à avoir les groupes comme ça. Il prend des suées. Donc ton j'aime pas les prolongations. On rappelle juste Luis Enrique, Hakimi, Vitinha, mais aussi Nuno Mendes. On a eu du Zagué, du LNH et du Mbaye. Ils ont tous été présentés avant le début avant le coup d'envoi, à 10 minutes du coup d'envoi, un petit peu de fumigène, un petit peu de classique, et des félicitations et du classique. Le classique quoi. Non, ça t'a pas plu? Non, moi je trouve que l'idée elle est excellente. Ça se sentait déjà fin de l'année dernière, ils avaient envisagé de le faire pour PSG Lyon. Mais je trouve que l'idée elle est excellente, c'est un coup de force. C'est juste que je trouve que le coup de force il est hyper mal exposé. Bon, déjà il y a eu cette communication avec Jeff Tuch. Je pense on ne peut pas tous sacrifier sur
l'hôtel du commercial et du marketing. Il y a un moment donné, voilà, il faut Faut que j'explique une chose, Marc, pardon de te couper, juste pour ceux qui ne savent pas, parce que je l'ai découvert, hein, peut-être que vous, qui êtes plus jeune, vous l'avez vu avant, mais je vous passe pas l'extrait, voilà, parce que franchement, j'en suis tombé de ma chaise et j'étais en train j'étais tenu allongé sur la 40 secondes. moquette. Voilà, j'ai tenu 40 secondes, j'ai tenu moi. effectivement. Je Donc pense que c'est le record autour de la table. Jeff Tuch annonce sur TikTok la prolongation des 6 plus celle de Luis Enrique. Voilà, allez voir si vous voulez. Je vous passe pas l'extrait. Je te laisse continuer. Ouais, je trouvais ça dommage parce qu'en fait, du coup, ça correspond pas, je trouve, à ce que ce club essaie de mettre en place. C'est-à-dire, pas de bling bling, mais bon, tout pour le business, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et j'ai trouvé que l'histoire qui était racontée autour de ces prolongations, elle était pas bonne en fait, parce que en fait, elle n'était pas racontée. La stratégie du club, elle n'est pas racontée. Pourquoi d'avoir choisi de tout faire en même temps plutôt que de cibler sur une personne. Quel est le projet du club à travers ça? J'aurais aimé savoir ça. Et plutôt que ça suscite la panique au club vendredi, quand ça a commencé à sortir dans les médias, j'aurais trouvé ça plus louable que justement le club permette à un de ses dirigeants, permette à son coach d'expliquer le projet dans un média ou peut-être sur le média du club, puisque le club priorise ses propres médias. Mais voilà, explique le pourquoi du comment et le pourquoi de ces signatures groupées, sachant qu'en fait Achraf Hakimi il a signé il y a déjà 2 mois, que Luis Enrique a signé fin septembre. Oui, c'est ça en fait. Vitinha, c'était pareil. Vitinha, c'est pareil. Donc c'est Nuno Mendes. J'aurais aimé qu'on nous déclenché. raconte l'histoire autour de l'histoire, le projet, l'idée qu'a la direction sportive et la direction de ce club autour de ces prolongations longue durée et groupées avant qu'elles aient lieu, histoire de faire teaser le truc et que en fait tout le monde se reconnaisse et comprenne pourquoi il est là à 20h, 1 heure avant le match, quoi. En fait, c'est tout. En fait, ce qui est assez spécial, c'est que cette idée de communication, elle aurait été bonne il y a 2 mois. En fait, il y a 2 mois, au moment où, moi, ce qui me frustre le plus, c'est pas qu'ils soient tous là et qu'on sache pas trop pourquoi ils sont tous là. Ce qui me frustre, c'est que on sait que c'est signé depuis 3 mois et qu'ils ont voulu, par image, attendre que tout ça soit fait pour tout le monde. Et en fait, il y a eu des aléas, notamment avec Nuno Mendes, et donc ça a tout repoussé pour tout le monde. Et donc en fait, on se retrouve dans un événement qui n'est plus un événement, parce que Luis Enrique, ça a été fait fin septembre, parce que Hakimi, c'était pas loin. On a même un speaker du parc qui avait fait une boulette au micro. C'est vrai. Donc voilà, c'est un peu cette image de faux événements qui est un peu embêtant. Mais l'idée après de tous les mettre ensemble, c'était pas bête, tu vois, mais juste. Non, mais moi je trouve que c'est génial en fait. Mais oui, mais c'est un coup de force majeur en fait de les mettre tous ensemble. Mais explique pourquoi tu fais ça, quel est ton projet, où tu vas en fait. C'est ça en fait. Pourquoi tu fais ça comme ça? Et vous savez quoi? On va un peu changer le programme et on va se lancer tout de suite sur les prolongations et ça sera donc le débat. Donc j'avais un truc à ajouter. Justement, tu vois, on va se mettre un petit peu de place justement pour ça. Alex veut rebondir et après on vient de voir Marc. Non, mais en fait, je crois que il y a bon, sans critiquer personne et sans apprendre son métier à personne, mais je trouve qu'il y a un petit souci dans ce club, dans le sens où ils ont une obsession, mais limite maladive, quoi, sur le fait de contrôler la façon dont les informations sortent et de contrôler le narratif, etc. Et en fait, quand les choses ne se passent pas comme ils l'ont prévu, ils ont du mal à retomber sur leurs pattes, ils ont du mal à s'adapter, ils ont du mal à changer un peu leur façon d'opérer. Et effectivement, moi dans tout ce truc-là, moi, ce que je trouve regrettable, c'est que, bon, effectivement, tout le monde savait que tout le monde savait qui allait être annoncé, jusqu'à quand, dans quelle mesure, depuis quand c'était signé, etc. Et en fait, à partir de là, tu crées un faux teasing en disant ouais, on vous prépare une surprise pour avant le match et tout machin. Bon, déjà ça s'est raté parce que tout le monde connaît la surprise. C'est plus une surprise quand tout le monde le sait. Voilà. C'est vrai. Et par ailleurs, moi je fais un petit pas de côté, mais le timing de faire ça avant le match, je trouve ça un peu bon. C'est-à-dire que en fait les joueurs ont pas la tête à ça. Ils ont un match à jouer. T'es un peu pressé. T'as un temps limité. Faut que tu vois, si tu veux faire une vraie fête pour célébrer un peu le côté les prolongations, parce que c'est un bel événement, 4 prolongations, dans l'équipe, 6 prolongations d'un coup, dont 3 joueurs majeurs plus le coach. Enfin, il y a quand même un bel événement à célébrer, etc.
Bon, tu peux faire ça après le match, même victoire ou défaite, hein, tu peux faire ça après le match, tu dis voilà, bon voilà, restez un petit peu, on veut célébrer tout ça avec vous, comme ils ont déjà fait des cérémonies après les matchs. Enfin bon, s'il y a des pour fêtes, d'autres c'est choses, tu marrant. vois. Oui, mais bon, c'est là avant le match, je trouve que c'est un peu étouffé dans le déroulement de la soirée, quoi. Est-ce que c'est le signe? Et donc, c'est ma première question. Vous l'avez compris, on est tous un peu malades, ça tout saute. Oui, excusez-moi, Mais non, pardon. mais pas de souci. Enfin, tous, non, il n'y a que Alex. Il y a- Non, il y a j'en ai un autre. Non, moi, juste un chat dans la gorge. Est-ce que, c'était la question que je posais, on devait d'abord parler de Luis Enrique, mais partons déjà sur les joueurs. Est-ce que c'est le signe que le projet plaît aux joueurs? Nous, on le comprend peut-être pas, on nous l'explique peut-être mal, mais que des garçons aillent jusqu'en 2029, Hakimi, Mendes, Vitinha, poussent jusqu'en 2029, Marc, est-ce que c'est quand même le signe que le projet de Luis Enrique et de Campos et de Nasser plaît au Paris Saint-Germain? Je te connais quand tu fais la moue comme ça. Non, bah non, parce que moi je pense qu'il y a un truc qui fait tout en fait dans le football, c'est l'argent. Donc on a quand même, voilà, Nuno Mendes qui a eu une hésitation, évidemment parce qu'il n'avait pas un salaire qui était à la mesure de son statut. C'est-à-dire que quand on est titulaire dans un 11, on doit être dans les Top 10. on doit être dans le top 11 des joueurs les mieux payés du club. Mais à un moment donné, quand tu mets en balance ton avenir au Paris Saint-Germain avec Manchester United qui va pas bien du tout et qui est plus qu'un projet qui doit se reconstruire aujourd'hui, alors que le PSG a bâti des fondations solides, je dirais, depuis 1 an et demi avec Luis Enrique, tu dois pas te poser la question en termes de projet. Et on l'a vu, ça n'a pas été une question de projet en fait. Et le PSG est un club qui rémunère extrêmement, voire beaucoup trop bien. Je vous parle même pas de la prolongation d'Ibrahim Mbaye qui est jeune. Mais il y a un nouveau système quand même qui a été souligné Ouais, et nouveau mis en système. avant. Le système de Luis Campos, non, il n'existe pas? Non, Le- si, il existe. Il est intéressant quand C'est même. la méritocratie, en gros, c'est au nombre de matchs joués un petit peu. Oui, Il y a enfin, pas de la méritocratie avec un fixe qui est quand même extrêmement Ah élevé, oui, quoi. on est Ouais. d'accord. Je veux dire, voilà. Ouais, c'est un Je fixe ne de grand club dévoilerai pas européen, voilà, le salaire de certains joueurs, mais il y en a, je vous le donne, vous êtes choqués, quoi. Enfin, Skriniar, 10 millions d'euros net, quand même, les gars. Hein. Oui, non, Skriniar, c'est- Oublions pas ça, quoi. Il marque Et des non. buts maintenant. Mais c'est super, tant mieux pour lui. Mais voilà, c'est une politique salariale au club, dans ce PSG qui est très très élevée et qui est quand même un argument majeur pour convaincre des joueurs de rester. Et surtout, vous imaginez un salaire très élevé, très longtemps. C'est ça en fait. Nuno Mendes, c'est 2029 plus 1, donc 30 ans, 2030. C'est-à-dire 5 ans avec un des 10 meilleurs salaires du club, c'est quand même énorme. Il vient de nous doucher là. Moi je pensais, Moi, je suis- Romain. Alors, Moi je suis réaliste en fait. Hein. Ouais, je il y sais a- bien, mais là tu viens de nous doucher quand même. Moi je Le- pensais que c'était le projet qui les Alors, intéressait. le fait qu'un le fait Vitinha, c'est que le le projet PSG quand donne même. le fait que le PSG donne de l'argent à ses joueurs, donne beaucoup d'argent à ses joueurs, t'as raison, c'est le cas. Il y a énormément de clubs en Europe qui donnent aussi énormément d'argent à ses joueurs. Tu parlais de Manchester United. Manchester United n'a pas de projet Bien sportif et c'est effectivement un des clubs qui donne le plus aussi à ses joueurs. Après, mérité, pas mérité, c'est le jeu des négociations entre tous. Mais il y a des joueurs dans ces prolongations qui, pour moi, auraient pu préférer des clubs qui donnent beaucoup d'argent et qui ont en plus un projet sportif également. On pense à Hakimi. Hakimi, il y a moins d'1 an, on est tous certains autour de la table qui va suivre Mbappé au Real. Parce qu'il y a un manque au Real Madrid à ce poste-là. Carvajal est sur la fin, le deuxième c'est Lucas Vazquez, etc. Parce qu'Hakimi est formé au Real Madrid, puisque c'est le meilleur pote de Mbappé. Et donc on se dit, et parce qu'il est potentiellement en fin de contrat en 2026. Je pense pas que le Real Madrid aurait proposé infiniment moins que le Paris Saint-Germain à Achraf Hakimi. Donc il y a aussi un choix de projet. Et ce qui est intéressant avec ce qu'on voit là, avec ces prolongations-là, c'est que le projet qu'on vend, là, le projet Luis Enrique, c'est un projet qui a été instauré à l'été 2023, quand Luis Enrique est arrivé. Et là, on parle de joueurs qui sont arrivés avant ça. Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes sont arrivés en 2021 et 2022. 2022 pour Vitinha, 2021 pour les deux autres. Et donc, ils sont arrivés, ils ont été convaincus peut-être par l'argent, par le projet. Chacun voit ce qu'on veut, mais dans un premier temps, ils ont été convaincus par quelque chose qui est différent de ce qui est aujourd'hui. Et malgré ça, malgré toutes les polémiques qu'on a pu avoir aussi sur le début de saison, est-ce que le discours de Luis Enrique passe, est-ce qu'il est pas trop dur avec certains joueurs, etc. Malgré tout ça, les mecs ils s'engagent long terme. Et ils décident de rester alors qu'il y a des
clubs qui donnent de l'argent aussi à la hauteur du Paris Saint-Germain et qui, en plus, ont des projets sportifs qui peuvent être un peu plus attrayants, qui auraient pu se positionner sur ces joueurs-là. Donc moi, je vois un message positif. Ouais. Je vous propose juste d'écouter Vitinha. On va l'entendre, le joueur du Paris Saint-Germain. C'était à la sortie du match. Il nous parle du match de Monaco, mais surtout, il nous parle derrière de la prolongation et cette envie de rester. C'est vrai qu'on est sur une très bonne dynamique. Il faut le prolonger le plus possible. C'est ça la clé, c'est de prolonger ce bon moment. Mais il faut souligner qu'on a fait un grand match contre une grande équipe. C'est ça que je t'ai dit, on est sur une bonne dynamique et quand c'est comme ça, toutes les choses sortent naturellement. Il faut le prolonger le plus possible et c'est à nous de faire ça. L'aventure continue. Je suis très, très heureux de pouvoir rester ici plus longtemps. La vérité, c'est que je me sens à l'aise ici, je me sens chez moi, ma famille aussi. J'aime la ville, j'aime le campus, le projet, tout. C'est la vérité, c'est pas parler pour parler. Donc, je suis très, très heureux que le club voit ça aussi. Et voilà, on est sur le bon chemin et on va continuer ici. Alex, quand on entend des joueurs comme ça qui disent qu'ils sont heureux de rester, on me dit à l'oreille que le campus fait partie... Bien sûr, j'allais venir aussi. Il le dit, tu vois. Il le dit, le campus, mais c'est important parce que c'est un cadre de travail, etc. Et si c'est pas anodin, si c'est parmi les premiers mots qu'il donne, ça veut dire que c'est un véritable argument pour rester ici. Anecdote, il y a des filles au Paris Saint-Germain, des joueuses du Paris Saint-Germain qui veulent pas partir quand le club leur dit bon, on va arrêter qui disent non, mais en fait je vais rester. Si on joue pas. Pas grave, si on joue pas, je peux m'entraîner correctement. Ouais, avant la raison pour faire ça, c'était plutôt le salaire. Maintenant, c'est aussi le campus. Le cadre de travail. Non, mais c'est vrai que c'est. Enfin, en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ambiance générale autour du club. Il y a quelque chose de l'ordre de avant, quand les joueurs s'accrochaient à leur contrat ou restaient ou prolongeaient. Excusez-moi. Décidément, il y avait toujours cette question qui était au-dessus de tout, qui était la question de l'argent, alors qui est évidemment, comme le rappelait Marc, très importante. Le PSG, c'est pas une ONG, quoi. Donc il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Maintenant, je pense que dans les arguments sur pourquoi les joueurs restent, il y a aussi cette question du projet. Et je trouve que un des signes de ça, c'est que c'est la durée des contrats en fait qui sont signés. Par le passé, en fait, Nuno Mendes et Vitinha, par exemple, c'est deux joueurs qui sont arrivés il y a 3 ans maintenant, qui avaient pas, si je dis pas de bêtises, qui n'avaient pas été prolongés depuis, il n'y a pas eu de changement de contrat depuis. Et du coup, pour eux, je trouve que c'est un peu dans l'ordre naturel des choses que de signer un nouveau contrat pour marquer aussi leur changement de dimension au sein du club, marquer leur changement de statut. On a déjà eu ce cas de figure 1 milliard de fois où en fait tu prolonges d'1 an par rapport à ton contrat de base qui était de 5 ans, ça te fait passer de 2026 à 2027 et du coup tu as un peu cette prolongation symbolique juste pour dire allez, on te fait prolonger parce qu'il faut rajouter 1 an au contrat, mais surtout on te rajoute 5 millions d'euros sur la fiche de paye, quoi. Et là il y a quand même aussi ce truc de ok, donc on te prolonge parce que on te prolonge parce qu'on t'augmente et que t'es quelqu'un d'important au club, mais surtout t'es quelqu'un en qui on a confiance, avec qui on voit l'avenir. C'est pas n'importe quel joueur, quoi. C'est Vitinha et Nuno Mendes qui sont deux joueurs importants, deux joueurs hyper talentueux. Et donc il y a aussi ce signe de ok, donc soit on s'inscrit ensemble dans la durée, soit si vous partez, ça va devoir casquer parce que du coup, si on vous vend, on va récupérer un gros chèque avec la durée de contrat qui est très élevée. Donc en fait, il y a tout un truc, encore une fois, beaucoup de choses qui s'alignent en fait dans cette stratégie-là. Marc, pour terminer ce tour de table, tu me faisais des petits signes. Ouais, en fait. Alors c'est vrai que je suis un peu frontal en disant que ça se résume à l'argent, mais en fait il n'y a aucun des joueurs, aucune personne au club qui vient me dire ou nous dire c'est quoi le projet. Oui, tu reviens sur ce que tu nous disais. Quand vous posez la question un jour, c'est quoi un projet, et dans tous les clubs que ce soit, personne qui est capable de dire le projet c'est ça. Qu'est-ce qu'on t'a présenté, qu'est-ce qui s'est dit dans la discussion que tu as eue avec le coach et le directeur sportif sur là où il voulait aller à court, moyen et long terme. Et je veux dire, Vitinha, quand j'entends l'extrait, Vitinha, il me dit voilà, j'ai le campus, je suis très bien. En plus, il l'avait déjà dit à RMC quand il a fait son interview en début de saison, que pour lui, il n'y avait pas d'envie d'ailleurs et qu'il se sentait très bien ici. Mais moi, j'aimerais qu'on m'explique c'est quoi le projet. Et en fait, quand je veux savoir ce que c'est que le projet du Paris Saint-Germain, je suis obligé d'aller chercher par moi-même, tu vois. Il faut que je passe des coups de fil. Mais en fait, les 45 000, 50 000 personnes qui viennent au stade, elles ne savent pas ça. Elles savent pas que en fait, Luis Campos, quand il discute avec des interlocuteurs, il dit moi je veux une équipe qui dans 2 ans, on a un programme
là pour pas la saison d'après, mais la saison encore celle d'après, donc qui est celle de la dernière année de contrat de Luis Enrique, pour avoir une équipe qui soit la plus forte d'Europe et une équipe qui en fait soit au top de sa forme, quoi, en fait, avec des joueurs qui sont là depuis longtemps et qui va être juste amélioré par des petites retouches. On l'a déjà entendu ça ou pas? Non. Non, bon, bah voilà, moi il va falloir que j'appelle des gens qui me disent, bon, bah j'ai une discussion avec Luis Campos, il m'a dit ça. Voilà. Bah, j'aimerais bien que le club, en fait, un jour, nous explique c'est quoi son projet, Oui, plutôt le l'arrivée. problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'on a reproché à Nasser Al-Khelaifi quand il est arrivé en disant on va gagner avec des champions et tout le monde nous colle Mais ça le problème, depuis des c'est que années. tu peux pas désormais. l'expliquer le projet aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce que tu as 6 mois de la fin de contrat de ton directeur sportif et que ton directeur sportif, en fait, il peut pas prendre la parole. C'est tout. Bon. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain a prolongé ses joueurs et donc maintenant on va glisser sur la prolongation de Luis Enrique. Juste parmi les joueurs, on n'a pas parlé des petits jeunes, mais c'est bien aussi. Parce que les petits jeunes, mine de rien, il y a un moment où... Juste Zagué, moi j'ai un peu de... Ouais. Je vois pas bien. Non, mais Elanache, Zagué et Mbaye. Vous en discutez avec les recruteurs dans le milieu, ils comprennent pas. En termes de niveau, c'est un bon joueur, il doit montrer beaucoup de bonnes choses, Mais juste pour dire qu'il fut un temps où, et je pense notamment à Ibrahim Mbaye, alors tu vas nous dire qu'effectivement il y a eu une super négociation de la part de ses Non, mais agents il voulait pour absolument rester au club. Mais il fut un temps où on perdait ces jeunes-là. Ça a été une priorité du club. Le président du Nasser Al-Khelaifi en a fait, mais a très clairement fait passer le message à sa direction sportive que c'était un dossier extrêmement important et qu'il fallait le faire, pas envie de dire à tout prix, mais presque, quoi. Et mais c'est important quand même de faire voir qu'on... Même le président il s'est mouillé pour qu'il reste. Hein. Ah oui? Ouais, carrément. Bon, ok, très bien. Bon, Luis Campos aussi, Olivier Gagne, l'adjoint et directeur adjoint du football aussi, s'est énormément mouillé dans le dossier. Donc... Revenons sur désormais Luis Enrique. Luis Enrique qui s'est présenté sur le petit podium avec son maillot 2027. Luis Enrique qui prolonge avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, donc 2 années de plus. Est-ce que ce sont 2 années de bonheur en plus, Alexandre Aflalo? Est-ce que ça nous donne... voilà, alors je ne sais pas si pour les médias c'est 2 années de bonheur en plus, vu le rapport, mais par contre, pour le côté footballistique, j'ai l'impression quand même qu'on devrait se faire plaisir. Moi, je suis prêt à pardonner, entre grands guillemets, toutes les conférences de presse où il nous parle comme à des chiffons sales pour voir cette équipe continuer à avancer, à progresser. En fait, le PSG a trop erré, hésité, tâtonné et raté avec ses entraîneurs, a trop gâché d'opportunités pour en fait s'autoriser à gâcher ce qu'il a trouvé avec Luis Enrique. Pour l'instant, tout se passe très bien. On ne peut que saluer la constance et la régularité avec laquelle il fait progresser cette équipe et la cohérence avec laquelle il fait progresser cette équipe. Moi, je vois pas de raison pour que, à court ou moyen terme, en tout cas, donc c'est jusqu'à 2026-2027, ça change, puisque le PSG reste sur une bonne dynamique et c'est un truc un peu crescendo, quoi. C'est-à-dire que ça va, c'est linéaire, quoi. Après, c'est le foot, on sait jamais, quoi. C'est-à-dire que il peut y avoir un moment où soit une recrue majeure où ça se passe pas bien, soit un mec qui va un crash à Brest, quoi. Soit un crash à Brest, soit ou une série de matchs où il y a des défaites. Enfin, on voit bien que on voit bien en ce moment avec Manchester City que personne n'est à l'abri, même les plus grands ne sont pas à l'abri d'avoir des accidents industriels. Ça peut aller très vite. Maintenant, on va dire que dans le grand ordre des choses, moi je vois bien Luis Enrique s'inscrire dans la durée avec le PSG. En tout cas, moi ça me plairait beaucoup, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, Marc, c'est que c'est signé depuis pas la nuit des temps, mais depuis septembre. On sait que avant le match Arsenal. Ouais. Donc en gros, on sait que c'est fait, que c'est réglé, et qu'il a envie de s'inscrire aussi avec le Paris Saint-Germain, parce que c'est bien la première fois en dehors de la sélection nationale qu'il arrive à s'installer sur plusieurs années, ou en tout cas il a un contrat un peu long avec un bail un peu long avec une équipe. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Paris et la direction du PSG lui ont sculpté la place, quoi. Ça a été dessiné pour lui, tous les jours c'est affiné pour lui, dans une entente qui est parfaite avec
avec Luis Campos. Et je regarde un peu parce que tu as le journal Le Parisien qui est ouvert ce matin avec un sujet sur Luis Campos, avec son président aussi, Nasser Al-Khelaifi. Il y a une orchestration qui se passe bien. C'est lui le décideur final en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de jeu politique entre guillemets. Enfin, il y a eu quelques tensions par moment, mais il n'y a pas de contre-courant majeur autour de lui. Et je pense que voilà, c'est pour ça que c'est logique. Et enfin, on joue la continuité. Et je suis désolé de faire ce parallèle. J'ai pas d'amitié particulière avec Luis Campos, mais je trouverais ça très très contradictoire que, sachant que les deux s'entendent parfaitement, que Luis Enrique a répété à plusieurs reprises qu'il aimerait que il reste, que Luis Campos soit pas le prochain sur la liste des prolongations. Oui, Alex. Après, ce sera pour Romain. Pour rebondir sur ce que disait Marc, effectivement, c'est ce que je voulais ajouter, parce qu'il a été quand même interrogé là-dessus en conférence de presse d'après-match vendredi. Et c'est vrai que très rapidement, il a insisté sur le côté, la confiance que lui donne le club, le travail d'équipe avec effectivement la direction sportive. Et je crois que c'est hyper important. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour une fois qu'on a un entraîneur à qui on donne les moyens d'instaurer un projet avec une équipe et qu'on lui donne un peu les coups des franges pour le faire. Là, il le fait très bien et je pense que le changement de mentalité du club par rapport à ça aussi, il n'y a pas à vouloir avoir le contrôle absolu sur tout ce que fait son entraîneur, opère aussi pour beaucoup en ça, quoi. Et ce qui est assez fou, Romain, c'est qu'on a, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu un binôme, un entraîneur qui veut rester, parce que bon. Les Galtier, Pochettino, bon, peut-être Tourelle voulait lui s'installer, mais il a pris un caillou dans la chaussure assez rapidement avec Manchester, avec le crash à Manchester, face à Manchester. Puis avec Leonardo. Oui, puis avec Leonardo aussi. Oui, c'était pas la grosse. Mais je pense que s'il ambiance. n'y a pas Manchester, Leonardo n'a pas le poids qu'il a au moment de l'éviction de Tourelle. Même s'il y a eu le final de Ligue des Champions après. Entre je sais pas, le mois de février et le mois de décembre, il s'est écoulé un peu de temps. Non, il y a eu plus d'un an, puisqu'il y a eu le Panel, etc. Mais le qui sont bouffés le nez avec Antero Henrique aussi. Oui, mais bon, bref, l'idée n'est pas de. Alors, juste, il y a plein de choses qui ont été dites qui sont hyper intéressantes. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur Luis Campos, Marc, donc je vais. Moi, je pense que je suis le plus objectif autour de la table pour parler de Luis Campos. Non, mais l'idée n'est pas de. Vous connaissez l'état de mes relations avec la direction sportive du Paris Saint-Germain. L'idée n'est pas de dire si on est objectif ou pas, mais moi, l'aspect, ils s'entendent super bien. C'est effectivement ce qu'ils disent. C'est effectivement ce qu'ils disent. Maintenant, je vais reprendre aussi des mots de Luis Enrique qui nous a dit, moi, c'est pas ce qui compte, c'est pas ce que je dis, c'est ce que je fais. Ce qu'a fait Luis Enrique, c'est des demandes et ce qui a été respecté notamment sur les derniers mercato. Et les demandes des joueurs qui sont partis, c'est que des joueurs que Luis Campos a pris tout seul. Manu Ugarte, Milan Skriniar, Marco Asensio, c'était dealé avant que Luis Enrique arrive. Randal Kolo Muani, c'est pas Luis Campos, donc je le mets pas dedans. Cher-N'Dour, il y a des mecs comme ça. Tous ceux-là, c'est des mecs qui sont arrivés via le travail de Luis Campos, c'est seulement le travail de Luis Campos. C'est tous ceux que Luis Enrique a demandé à faire partir. Donc la relation magnifique entre les deux. C'est très bien que ça soit vendu comme ça, parce que ça amène de la sérénité au club. Est-ce que c'est le cas véritablement dans la relation de travail ? J'ai un peu plus de doutes. Mais après, c'est seulement mon avis. Non, mais si c'est un argument. Parce qu'il y a Marc qui veut y aller là. Non, parce que si c'est un argument comptable de dire que les joueurs qui sont partis sont ceux de Luis Campos, que Luis Campos a fait, je rappelle quand même que dans le 11 titulaire du Paris Saint-Germain, la moitié sont aussi des recrues de Luis Campos. Bradley Barcola, c'est Luis Campos. Gonzalo Ramos, c'est un sub. Bon, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, parce que Fabian Ruiz, mine de rien, en fait, il est titulaire, quoi. C'est le joueur qui est le plus utilisé au milieu, je pense, sur les dernières semaines. Pacho, c'est lui qui le ramène. Désiré Doué, ouais, bien sûr. Après, c'est aussi le réseau présidentiel, Désiré Doué, tu vois. Mais il a une part de réussite. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent souligné dans la construction du Paris Saint-Germain version QSI l'importance d'un binôme entre un directeur sportif et un entraîneur. Pour une fois que ça se passe bien,
C'est vrai qu'il les n'y a pas de deux drama. ont une méthode de travail commune, s'entendent, ils ont vraiment une méthode de travail commune. Adrien Chantegrelet, qui vient souvent ici pour le Parisien, il a fait un super papier il y a un peu plus d'1 an dans lequel il expliquait la méthode du recrutement et en fait la communication entre les deux et comment ça se passait très précisément. On avait l'impression d'être dans la pièce avec eux, quoi. En fait, pour ça, je pense que cette stabilité-là, il faut la conserver. Après, c'est vrai que Luis Campos, il y a ce que tu dis, il a ce passif-là, il a un passif aussi avec Kylian Mbappé, qui a un dossier quand même très très épineux, qui est en travers de la gorge du président Nasser Al-Khelaifi. Est-ce qu'il le paye ? Quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui, lui, il n'est pas dans le lot des prolongés ? Je ne sais pas. Juste un point, je sais que, et ça a été dit dans la presse, quand Luis Enrique a signé sa prolongation, le fait que Luis Campos la signe... En fait, eux, ils étaient censés, et c'était d'accord pour l'annoncer ensemble. Et le fait que l'un signe avant l'autre et que potentiellement elle soit annoncée avant l'autre, ça a généré, tu vois... Petite tension ? Je sais pas comment on pourrait qualifier, mais voilà, ils n'étaient pas spécialement d'accord, quoi. Donc ça, et puis bon, la question de l'attaquant, c'est un point entre eux sur lequel ils sont pas raccord, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on était parti pour parler de Luis Enrique et on est parti sur Luis Campos. Mais on peut revenir quand même quelques instants sur dans le Luis jeu de Enrique. prolongation, Oui, c'est un jeu de prolongation, l'un n'est pas l'un et l'autre sont liés. T'as raison et donc pour revenir sur Luis Enrique et sur la bonne nouvelle que c'est, oui, c'est une très très bonne nouvelle, puisque là aussi, de la même manière dont je parlais d'Hakimi, c'était pas assuré qu'un coach de la trempe de Luis Enrique veuille s'inscrire dans la durée dans un club comme le Paris Saint-Germain. Donc c'est une super nouvelle. C'est aussi une super nouvelle que le PSG s'engage avec un entraîneur pour plus de 2 ans. Parce que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu un entraîneur. Donc depuis Laurent Blanc, on n'a pas eu un entraîneur de plus de 2 ans. Laurent Blanc a fait 3 ans et 4 ans. Je crois qu'il faut remonter à. Je crois que c'est Pia qui nous disait ça pendant le live de vendredi. Je crois qu'il faut remonter à Arthur Georges. Arthur Georges pour voir un entraîneur qui a fait 4 ans au Paris Saint-Germain. Ouais. Donc on parle de c'est une génération. Mais c'est intéressant en fait ce projet de stabilité, c'est vraiment intéressant. Et donc c'est un prisme nouveau, c'est un truc nouveau pour nous les supporters et tant mieux. Tant mieux si on peut avoir un coach et un projet autour d'un coach qui est là depuis longtemps, qui va connaître le club depuis longtemps et qui va pouvoir mettre en place ses idées qui sont en plus de bonnes idées. Et qui dessine une patte collective et tactique qui se dessine devant nous et c'est toujours intéressant. Très court, Marc. Moi, c'était là-dessus que je voulais embrayer. Et ben voilà. Donc, soit on y va après la pub. Vas-y maintenant, parce qu'après, derrière, il y a d'autres débats. Avant de commencer ce podcast, je parlais du fait que moi, il y a des moments où je me suis ennuyé. Et ces dernières semaines, je trouve qu'il y a c'est plus le cas. Je trouve qu'il y a une cohérence tactique incroyable dans ce PSG. Je repensais au premier quart d'heure de Monaco et à la deuxième mi-temps. Dans les permutations, les compensations, on voit que Barcola, il joue attaquant, il joue à droite, il joue à gauche. Kvaratskhelia, pareil. Ousmane Dembélé se place entre l'axe et le côté droit. Dans les transmissions, avant, ça ronronnait. Aujourd'hui, ça va à 1000 à l'heure avec, je sais pas, j'ai pas le souvenir de voir des mecs qui faisaient des transversales dans la première partie de saison et dans la deuxième partie de saison, le ballon va beaucoup plus vite. Il y avait une réticence à jouer en transition. Aujourd'hui, on prend toute la variété possible, on l'utilise la possession comme la transition. Et j'ai l'impression que Luis Enrique, il a soit apporté un peu de variété après les petites crispations qu'il y a eu en novembre, soit en fait son plan est en train de se dérouler parfaitement. Et aujourd'hui, moi, je vois par séquence un PSG total. Je trouve vraiment séduisant et vraiment, c'est une machine, mais parfaitement huilée par séquence. Je me dis, waouh, c'est incroyable. Et on espère que, bien évidemment, cette machine sera huilée contre Brest. Oui, Alex ? Un mot, il y a un joueur dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, donc il faut absolument parler dans ce cadre-là, c'est João Neves. Encore un immense match vendredi et qui, pour moi, incarne totalement cette idée-là. Fin de mon intervention. Eh ben garde ça parce qu'on va en parler dans quelques instants. Fabuleux. Avec la question qui nous arrive de tout droit de Monaco. Eh oui, c'est grâce au Monégasque qu'on va vous poser la prochaine question dans cette tribune. Petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de 100% PSG La Tribune, votre podcast vidéo et audio. Ici, la journée commence dès 5h. Salut. Yoann Guérin. Chaque matin, on vous évite les pièges et arnaques. C'est pas vrai, votre rendez-vous à 5h40. Et toute cette semaine, on vous offre pour la Saint-Valentin une escapade de 3 jours en amoureux parmi plus de 1000 lieux d'exception. On se réveille ensemble, ici, dès 5h. 100% PSG, La Tribune.
Alexandre Aflalo, Marc Méchénois et Romain Bédoux sont avec nous pour disséquer l'actualité du Paris Saint-Germain. PSG qui joue demain soir à 18h45 face à Brest en Ligue des Champions. C'est complètement improbable comme affiche, bien évidemment. On y reviendra dans quelques instants sur ce 16e de finale qui nous fait sourire, mais il va pas falloir se planter non plus et se mettre sur le toit du côté de Guingamp. Faire attention, bien évidemment, à l'équipe d'Éric Roy. Pour l'instant, avant d'attaquer le match en lui-même face à Brest, j'aimerais évoquer une petite déclaration qui a eu lieu vendredi soir, après le match entre le Monaco et le Paris Saint-Germain. C'est Adi Hütter, l'entraîneur autrichien de Monaco, qui s'est pointé, qui a pris une bonne baffe 4-1 par le Paris Saint-Germain. Et voilà ce qui a suivi. Depuis que je suis arrivé, c'est clairement la meilleure version du PSG. Cela a pris un peu de temps à Luis Enrique pour construire son équipe, sa stratégie, sa structure, mais là, c'est fantastique. C'est une équipe candidate pour gagner la Ligue des Champions. Avec sa qualité, surtout devant, pour moi, c'est clairement le meilleur PSG que j'ai vu depuis que je suis là. Alors vous l'avez compris, Adi Hütter a une petite voix de Julien Froment un peu enrouée que l'on salue. Julien, il est dans le train déjà pour filer à Guingamp. Nous, on partira ce soir pour la Bretagne. Adi Hütter qui annonce que c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment et que Paris est favori pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est juste pour nous balancer une bonne vieille patate chaude dans le jardin ou est-ce qu'on peut franchement le suivre sur ce terrain, Alexandre Aflalo ? Juste avant, j'ai fait 10 ans d'allemand LV2 et il faut que je te reprenne, c'est Adi Hütter. Adi Hütter, d'accord, très bien. J'ai pas fait du tout d'allemand, donc comme ça, moi j'embrasse tout le monde. Alors, je parle pas plus allemand que ça, malgré mes 10 ans de cours, mais j'ai quand même ce reste-là. Le U, c'est le U, d'accord. Adi Hütter. Je pense que de la même manière qu'on a vu il y a quelques années, avant l'arrivée de Luis Enrique, des joueurs qui se moquaient ouvertement de ce PSG-là et qui disaient que c'était une équipe qui n'était pas du tout si impressionnante que ça. Il faut prendre au sérieux ceux qui disent que c'est aujourd'hui un PSG transfiguré, que c'est une équipe qui est hyper embêtante à jouer. Et même au-delà de ça, une équipe qui est dominatrice et qui est totale, comme le disait Marc très justement tout à l'heure. Parmi les gemmes que je t'avais envoyées dans la nuit cette nuit, j'avais justement dit, là on a eu quand même une séquence d'un mois avec 3 matchs contre Monaco qui a quand même été très longtemps une des bêtes noires du Paris Saint-Germain qui posait toujours des problèmes à ce club, qui avait toujours alors Monaco a changé, mais c'est toujours un match compliqué à aborder et en fait ce PSG là se défait de cette difficulté avec une aisance assez folle et je pense que il y a quelque chose de l'ordre de en fait, comme le disait Marc tout à l'heure, en fait, il y a une telle cohérence dans ce que produit ce PSG que il y a forcément un moment dans le match où ça va marcher. Il y a forcément un moment dans le match où ça va aboutir à quelque chose. Et en tout cas, alors j'ai pas un œil sur toutes les équipes d'Europe. Je pense qu'il y a quand même quelques équipes très costauds, mais alors notamment beaucoup de gens parlent de Liverpool, parce que Liverpool c'est un projet qui dure depuis 10 ans et qui est beaucoup plus avancé que celui où le PSG peut être aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent d'Arsenal, mais c'est pareil, c'est un projet qui est juste plus avancé dans le temps et c'est pour ça qu'on revient sur le débat tout à l'heure, qu'il faut aussi persévérer dans cette direction-là. Donc il y a quelques équipes qui sont plus avancées que le Paris Saint-Germain dans leur projet et dans l'aboutissement de celui-ci. Mais aujourd'hui, c'est clair que le PSG, c'est une des équipes qui a peut-être, en tout cas, le plus qui a le plus de suite dans les idées, on va dire, en termes de football, et qui en tout cas et qui arrive à une forme d'aboutissement dans ce qu'il veut faire et dans aussi la forme des joueurs qui sont censés porter son projet. C'est-à-dire que des mecs comme Barcola, comme Dembélé, comme Désiré Doué, comme Achraf Hakimi, comme Joao Neves, on en parlait, qui en fait sont tous un petit peu en même temps en train d'arriver à une forme de sommet dans leur saison à partir depuis quelques semaines. Et c'est aussi quelque chose qui participe à cette dynamique-là qui est complètement folle qu'on a depuis un mois et demi, quoi. Il regarde un peu comme tout le monde autour de cette table, peut-être moins moi, mais au moins 14 500 matchs, dont ceux de Jérôme, bien évidemment. Je me retourne, parce que tu vois, moi, il va pas nous le placer, comme ça je coupe tout de suite la branche. Ouais. Match compliqué à Bilbao. Oui, merci, c'est très gentil. Romain, c'est vrai qu'elle est impressionnante, tu l'as dit tout à l'heure, t'aimes ce que tu vois. Actuellement, on ne peut que souligner le travail de cette équipe du Paris Saint-Germain. Est-ce que finalement c'est peut-être pas un peu tôt dans la saison d'être à ce niveau-là? Est-ce que je sais pas, je pose
pose la question. Il y a- Est-ce qu'on est pleine balle Il y a mois de plusieurs février trucs. Il y a plusieurs trucs. Déjà, c'est bien qu'on soit pleine balle mois de février parce qu'on a des échéances importantes. On en avait en janvier de très très importantes. On en a en février et on va en avoir encore si on a un 8e de finale potentiel entre la fin février et le début mars. Donc c'est bien qu'on soit. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Sur l'aspect meilleure équipe du monde, je mets des guillemets puisque c'est ce qu'a dit Adi Hutter. Merci. C'est que déjà, c'est pas le premier à dire ça. C'est pas le premier à dire des trucs dans ce genre-là. C'est pour ça que je suis revenu dessus parce que 5 jours avant, on a Eric Roy qui, entre deux déclats sur l'arbitrage qui n'ont pas trop de sens, a quand même eu une analyse assez lucide où il a dit écoutez, on a battu notre record de course et de kilomètres parcourus contre le Real Madrid. On a couru plus que le Real Madrid et on s'est fait battre par le Real Madrid. On a battu notre record du Real Madrid en termes de course face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avait le ballon, mais le Paris Saint-Germain a quand même plus couru que nous. Ce qui a une performance, ça veut dire qu'on avait les avantages des équipes à possession, on a le ballon, et les avantages des équipes qui n'ont pas la possession aussi, puisqu'on courait plus. Donc il y a des aspects comme ça. On se rappelle, il y a 2-3 ans, le PSG est facile à jouer, on sait comment on va les aborder. Une fois qu'on a passé les 3 de devant, c'est plus facile, etc. Là, on est dans un truc où il y a des rapports de crainte, où toutes les équipes qui nous affrontent, que ce soit au parc ou à l'extérieur, en sortie de match, disent... Oh, mais quand même, on vient de prendre un truc là. Et donc, ok, c'est de la Ligue 1, c'est que de la Ligue 1 si vous voulez, etc. L'entraîneur de Stuttgart a dit la même chose. Oui, voilà, l'entraîneur de Stuttgart, on leur a mis une trempe. Stuttgart, ils sont top 4 Bundesliga cette année. Ouais. Guardiola, il l'a aussi dit. Alors, Guardiola, il y a des crises à Manchester City, etc. Après, sur l'aspect meilleure équipe du monde, effectivement, il y a d'autres clubs d'Europe. Ouais, bon, ça va, il y a celle de Lionel Messi qu'on adore, bien évidemment. Mais donc, il y a des équipes qui tournent très très bien également actuellement. T'as pas parlé du Barça, mais le Barça, oui, bien sûr, en ce moment, c'est très très fort. Liverpool, c'est une continuité de projet tout en ayant un nouveau coach. Aussi, donc voilà, c'est sur les 6 derniers mois, ils ont perdu hier contre Plymouth en Cup. Donc voilà. Est-ce qu'on dit Plymouth ou non, Plymouth. Moi, je dis ça comme ça, tu vois. Bon. Mais en fonction du nord, accent du nord, du sud, je sais pas. Mais donc, c'est voilà, il y a bien sûr qu'il y a des équipes qui et puis en fait, ce débat de savoir que la meilleure équipe du monde ne gagne pas tous les ans la Ligue des Champions. Il peut y avoir des équipes qui sont meilleures que d'autres et qui après ça dépend du tirage que tu as, etc. L'Inter joue très bien en ce moment aussi également. Donc bref, il y a plein de facteurs. Mais le fait est que ce PSG là inspire beaucoup plus de craintes déjà qu'en début de saison et surtout des craintes qui pouvaient inspirer parce qu'on pensait l'après Mbappé c'est terminé. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pas forcément le comparatif avec les autres, c'est quel niveau tu as et quelle crainte tu inspires chez tes adversaires. Et là, quel que soit, on a beau dire que c'est que de la Ligue 1, de la Coupe de France, etc., quel que soit l'adversaire qui va affronter le Paris Saint-Germain, c'est un adversaire qui va nous prendre avec énormément de sérieux parce qu'il sait qu'en face, il y a une équipe qui est cohérente et qui est forte. Marc, en fait, le Paris Saint-Germain, à nouveau, est craint. Ce qui peu à peu s'était délité, peu à peu, on sentait que les équipes, effectivement, comme l'a dit Romain, nous prenaient un peu pour des guignols pour certains moments. Ouais, parce qu'il y avait de la fébrilité. Je rappelle quand même qu'on a oublié un problème du début de saison qui était quand même majeur, c'est que Paris Saint-Germain ne marquait pas de but. Oui. Maintenant, il marque des buts. Donc t'es un peu plus craint quand tu marques. Mathématiquement, il se passe un truc, tu vois. Tu te dis, c'est vrai que quand tu marques. Meilleur buteur européen de 2025, il est parisien. Ça fait démêlé. Voilà, c'est deux choses improbables dans la même phrase. Voilà, c'est quand même énorme. Et moi, je suis d'accord avec Romain, en fait. Sentir que c'est la meilleure équipe du moment. Que des entraîneurs le sentent, comme Adi Hutter, comme l'entraîneur de Stuttgart, Eric Roy, et puissent le juger, notamment ces deux-là sur la Ligue 1. Il y a une vraie différence pour moi entre l'atmosphère et ce que génère la Ligue des Champions. Oui, mais par exemple, Monaco s'est fait. Ils ont quand même croisé le Barça, ils ont croisé Benfica. Enfin, tu vois, ils ont vu du monde cette saison comparé du Paris Saint-Germain. Ouais, mais par exemple, si je reprends l'année 2021, où en fait tu joues avec Neymar, Messi, Mbappé, quand tu affrontes le Real, tu n'affrontes pas un Real tu vois, qui sort d'une saison. Romain, je ne sais pas s'il se souvient de ça, parce que c'est quand même l'expert de... On n'est pas sur un Real Madrid dantesque, tu vois. On n'est pas sur un Real Madrid au sommet qui traverse une saison
d'une facilité C'est extrême. 2021, tu parles? Ouais. Au moment où tu les joues, ils sont pas encore au top, mais après, en fait, le Paris Saint-Germain, c'est le point de départ de toute leur remontada. Je le redis, je le dis, ce jour, la veille, j'étais dans un taxi et le taxi me dit, vous allez voir demain, en fait, eux, quand il y a l'hymne de la Ligue des Champions, c'est plus la même équipe. Donc tu peux être la meilleure équipe d'Europe sur ce que tu produis, sur ce que tu montes, mais il y a des équipes qui se transcendent le jour J et qui vont, quand l'échéance européenne arrive, sortir la masterclass et sortir en fait potentiellement le favori de la compétition ou l'équipe qui joue le mieux en Europe actuellement. Donc pour moi, c'est pas une gageure absolue d'un titre européen à la fin de saison. C'est ce que je disais en parlant de certaines fois de Thiago Motta. Quand il y avait la Ligue des Champions, tu savais qu'il avait ça au réveil le matin et qu'en sortie de sieste avant le match, il avait aussi l'hymne de la Ligue des Champions pour se mettre en route. Alex, pour terminer, et ensuite on parle de Brest. Ouais, je voulais juste rebondir en disant deux petites choses. La première, sur cette histoire de crainte, effectivement, moi j'ai l'impression que la dernière fois qu'on a vraiment parlé de crainte pour parler du Paris Saint-Germain, c'était l'époque justement Motta, Ibrahimovic et compagnie. Et en fait, tu avais un peu cette impression de cette nouvelle équipe de superstars qui arrivait un peu en Ligue 1 et ce côté un peu les adultes qui jouent contre les enfants avec l'espèce de différence de niveau et de renommée. Mais avec un collectif qui était très fort déjà. Alors oui, évidemment, mais je trouve que tu avais plus ce côté, c'est Ibra et ses copains qui vont tataner des gens le week-end sur les routes de France, quoi. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un côté, le PSG fait peur, mais le PSG fait peur par vraiment le football qu'il produit collectivement et l'identité, le côté vraiment jeu, vraiment le mot que tu as employé tout à l'heure, total, moi que je trouve vraiment très à propos, parce qu'en fait, tu as ce côté, tout le monde peut jouer partout, tout le monde compense pour tout le monde et c'est hyper plaisant. Et il y avait un peu de ça chez Emery, sur la première année d'Emery, début 2017, parce qu'en début 2017 c'est funeste à cause de la remontada, mais ce qui se passe avant, l'enchaînement 4-0 Barça, puis le 5-1 au Vélodrome dans la foulée et tout, on était sur un truc où effectivement, il y avait Cavani, Di Maria, c'était des superstars également aussi. Hein. Il y avait Pastore était là, il y avait toujours Motta, mais on était sur un PSG qui semblait aussi un peu plus perdu parce que la superstar Ibra était partie et qui avait compensé ça par le collectif. Et donc il y avait un peu, alors c'est deux équipes complètement différentes, hein, mais il y avait un peu cette vision-là aussi. Une chose est sûre sur cette séquence dont tu nous parles en 2017, c'est bien évidemment la pizzeria. Et on salue bien évidemment. Tu te rappelles pas de ce moment où en fait ils gagnent 4-0 et ils font un truc pour Matuidi, Draxler et Meunier, je crois, c'est ça. C'est ça. Ils vont la séquence de la pizzeria et ils disent franchement ils pourront pas remonter 6 buts. Voilà, qu'est-ce qu'on leur a mis, ils pourront jamais nous mettre 5 buts. Bon bah voilà. On se rappelle apprenons de nos erreurs, vraiment. Si on pouvait éviter les trucs dans ce genre-là maintenant comme ça. Ça serait bien, effectivement. Et apprenons nos erreurs. Attention de ne pas en faire, bien évidemment. Face à Brest, demain soir, 18h45, le match à suivre en intégralité sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France. Ce sera Brest-Paris Saint-Germain, 16e de finale, aller de Ligue des Champions. C'est improbable, ce Brest-PSG. C'est génial. Toi, ça te plaît ? Ouais. Dis-moi pourquoi. Parce que je suis content de voir un club français, 2 clubs français au moins à ce stage-là de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que Brest, moi je les voyais pas passer premier tour comme à peu près tout le monde. Donc je préfère les voir tomber face à nous que d'être éliminés en fait, tout simplement. En tout cas, c'est quand même dommage dans deux clubs français qui s'affrontent, je crois que c'est à peine la 6e fois dans l'histoire. Ouais, c'est quand même dommage. C'est dommage. En fait, je trouve ça dommage. Moi, en fait, je suis surtout un peu dégoûté pour les Brestois qui, on ne sait pas quand. Ils vont nous faire la pizzeria, toi là. Non, mais on ne sait. Non, mais à dire qu'on est déjà qualifié. Non, c'est pas ce que je dis. On ne sait pas quand ils vont retourner en Ligue des Champions dans leur histoire et pour ce qui va très probablement, possiblement. Peut-être être leur dernier match de Ligue des Champions cette saison. Ils vont aller au Parc des Princes, un stade qu'ils ont visité quand même un certain nombre de fois ces derniers mois et ces dernières années. Moi, c'est vrai que je pense aux supporters et je pense même au club, c'est plus sympa d'aller faire un déplacement, d'aller voyager un peu, etc. Même s'ils ont bien voyagé, ils ont bien été dépaysés cette saison en Ligue des Champions. Mais voilà, je trouve ça un peu, c'est une affiche un peu tristoune, je trouve, pour en tout cas pour des clubs qui n'ont pas l'habitude de la jouer cette Ligue des Champions, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stade Roux-de-Roux à Guingamp, là où se joue le Roux-de-Roux, ne fait pas de plein. Triste. C'est quand même que 15 500. Alors après, je rappelle juste, Brest, c'est à 130 bornes de Guingamp. Il y en a pour 1h30 de route, 18h45.
20h45 un mardi soir, tu peux peut-être pas tout le temps te libérer. Marc, très court, et je vais chercher Romain. Et puis pour moi, ça reste que du bonus. C'est déjà que je suis pas d'accord, c'est que c'est un 16e. Donc ça veut dire que c'est un match en plus potentiel. D'habitude, on commence en 8e les phases finales. Donc là, c'est un 16e. Donc voilà, c'est un petit bonus en plus. Et ça n'empêche pas le Paris Saint-Germain de voyager après en 8e s'il se qualifie, bien évidemment, de faire encore une fois des bons déplacements européens en 8e, en quart, en demi, en finale, on l'espère. Est-ce qu'il y a une crainte à avoir sur un match aller-retour face à Brest quand on sait que Brest n'a pas battu le Paris Saint-Germain depuis 1985? Les stats comme ça, sachant que mais Brest... je la pose comme ça, j'ai le droit mais sachant aussi. que Brest a été longtemps en Ligue 2 aussi, donc il y a eu pas mal d'années où ils ne sont pas affrontés. Voilà, ça donne un peu moins de pertinence à la statistique, je trouve. Mais si le Paris Saint-Germain joue comme il joue, et j'ai confiance que ce soit le cas, face au gros de Ligue 1 depuis le début de la saison, il n'y a aucun doute à se faire. On est sur une équipe qui a toujours été, qui a jamais montré de gage de suffisance dans les grands matchs depuis le début de la saison. Que ça soit à Lille, que ça soit à Brest et au Parc en championnat, que ça soit à Monaco là-bas et au Parc, que ça soit à Marseille, que ça soit face à Lyon au Parc également. Voilà, on a une équipe qui a toujours su activer ce qu'on a appelé le mode Ligue des Champions sur les dernières années dans les gros chocs de Ligue 1, ce qui n'avait pas toujours été le cas sur les précédentes saisons. Donc j'ose espérer que ça va être encore le cas. Et il y a un paramètre, on aime bien parler du paramètre psychologique quand ça nous dessert, nous, et qu'on est fragile. Mais Brest, ils savent qu'ils ont le Paris Saint-Germain en face et qu'ils savent que le Paris Saint-Germain, ils leur ont mis 2 trempes cette année où à chaque fois, ils pensaient qu'ils étaient plutôt proches et puis quand ils ont décidé d'accélérer, le PSG, ça s'est fini. Donc ouais, il faut utiliser cet avantage psychologique-là. Et sur l'aspect club français qui se joue l'un contre l'autre, nous, on n'a pas l'habitude, mais en Coupe d'Europe, c'est quelque chose de normal. Des affrontements entre des clubs de même pays en Coupe d'Europe, les Anglais, ils en ont tout le temps. Les Italiens, il y a eu des demi-finales de Ligue des Champions Inter face au Milan AC il y a 2 ans. Les Espagnols, j'en parle même pas. Voilà, donc ça veut dire que le foot français est en bonne santé. Il y a eu un Bayern Dortmund en finale de Ligue des Champions. Donc c'est un truc où c'est nous, on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir plusieurs clubs performants en même temps, mais c'est quelque chose de normal d'un point de vue européen. Marc, il a raison. Sur quoi il a raison? Non, mais c'est vrai que c'est la normalité finalement de se rencontrer, d'avoir on pourrait regretter le côté. C'est pas la Coupe de France en fait. C'est pas les amateurs de Brest qui veulent rencontrer le grand Paris Saint-Germain. En fait, c'est 2 équipes de Ligue 1 qui ont performé la saison passée, qui se retrouvent là et qui en fait traduisent la bonne santé. C'est pas la bonne santé, c'est pas le mot, mais qui montrent la bonne santé en fait de leur club. J'allais pas dire du football français parce que c'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai bugué. Non, mais c'est intéressant que ça soit en 16e de finale, voilà, pas en 8e ou en quart comme ça peut l'être pour d'autres pays européens. Pour Brest, mais voilà, mais moi je trouve ça super en fait pour notre football français qui va pas spécialement bien. Je suis content de voir Brest là et quitte à ce que ça soit contre le Paris Saint-Germain, je trouve ça encore mieux. Est-ce qu'il y a un danger ou est-ce que il y a une espèce d'obligation finalement, Alex, pour le Paris Saint-Germain? Imaginons. Oui. Voilà. Alors, non, mais l'obligation, oui. Non, mais en termes d'obligation, oui. Alors, je peux dire qu'effectivement, pour le dire de manière un peu directe, si tu sautes contre Brest, effectivement, tout ce qu'on a dit depuis 1h30, c'est un peu remis en question, quoi. Si tu passes pas là, c'est accident industriel 4000, mais après. Est-ce qu'il y a un danger finalement? En fait, c'est-à-dire que sans prendre compte de l'urgence absolue de passer ce tour-là, Brest, ça reste une équipe. Encore une fois, je mettrai 1 euro dans la petite boîte à gros mots. C'est une équipe hyper chiante à jouer en fait. Donc Éric Roy, c'est un entraîneur. Moi, j'ai un respect infini pour ce mec qui, il y a 1 an et demi, sortait de 10 ans d'inactivité, qui était constant sur Canal. Un peu. France Télévisions. Beaucoup. Il était pas sur Canal, Éric Roy? Non, c'est France Télé. Super, voilà. Tu l'as regardé très peu. À la téloche, quoi. Bah voilà. Pour vous dire. Brest, il sera sur Canal. Mais pour vous dire à quel point, je voyais même pas la télé. Il était consultant télé. Bref, voilà. Et qui arrive quand même à faire avec cette équipe de Brest des choses, mais footballistiquement et en termes de résultats, prodigieuses. Donc en fait, on a bien vu à quel point ils sont relous à jouer quand le PSG les a joués la semaine dernière. Là, avec le côté Ligue des Champions, en fait, c'est un peu à double tranchant. Soit ils sont galvanisés de fou et ils nous sortent comme la deuxième période à Brest la dernière fois, mais sur 90 minutes, et là, on va souffler un petit peu. Soit ça les annihile complètement, et là le PSG va y être facile. Mais en tout cas, c'est un match
en fait, face à des équipes comme ça, qui est toujours hyper imprévisible. Quand tu joues des équipes comme Liverpool, le Real Madrid, Barcelone, etc., tu sais à peu près à quoi t'attendre. Là, avec Brest, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, dans les deux extrêmes, mais il faut que tu sois prêt à tout, quoi. Donc, voilà. Est-ce que tu vois, toi, un danger, Marc, sur une double confrontation? Sur un match sec, bon, sur un match de Coupe de France, why not? Est-ce que sur une double confrontation, en plus en terminant au Parc des Princes, est-ce qu'il y a un vrai danger face à cette équipe de Brest qui, cette saison, n'a pas su te manœuvrer, qui t'a posé des difficultés, certes, mais qui a perdu par 2 fois face à toi? La vidéo, elle marche là aujourd'hui ou... Oui, elle marche. Ah mince. Pourquoi tu veux que je coupe j'ai envie la de dire séquence? que non, il n'y a pas de danger, mais bon, si je le dis et puis qu'on me ressort l'extrait une éventuelle élimination, je suis dans le dur. Il y a un mot magique, c'est en l'état. En l'état, il n'y a pas de danger. On comprend ça. Voilà, tous ces mots un peu le novlangue là comme ça. Le politicard, je sais pas faire. Allez, je vais me tromper. Non, il n'y a pas de danger. Je pense que Paris ils vont faire le job. Je pense qu'ils vont faire le job en plus parce qu'ils savent qu'ils ont eu très très chaud aux fesses quand même au début de saison et qu'ils ont failli ne pas le voir ce 16e de finale. Et ils connaissent cet adversaire. Ils sont sur une pente ascendante, mais par rapport au début de saison je trouve c'est le jour et la nuit. Moi, j'ai l'impression c'est Paris Saint-Germain. Donc je vois pas comment en fait, à part un accident industriel, à part le bus tour posé par Brest à l'aller au retour, 1 contre 1-0 et puis 0-0 au parc, je vois pas comment en fait ils peuvent. Après dans le foot, voilà, on a déjà vu des cataclysmes, hein, puis surtout avec le PSG. Oui, Alex, et après on termine là-dessus, on va se dire au revoir. Voilà. Effectivement, dans un monde normal, il y a 99,999% de qualification du Paris Saint-Germain. Juste, moi, je me rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a joué le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions et on était tous en mode Bah non, pas moi. Non, mais franchement, c'est un adversaire à la portée du PSG. On est peut-être moins de confiance que face à Brest demain, mais il y avait quand même un truc de franchement pas mal le tirage et tout machin. Et puis au final, on s'est pris 1-0, 1-0 et merci, bonsoir. Quoi. Mais on connaissait pas les adversaires. Là, on le connaît, l'adversaire. Ça, on les avait joués 6 mois avant. Oui, mais il n'y a pas le même rapport mental, psychologique là-dedans. Et juste dire que le groupe est tombé, tout le monde est dispo. Ce qui est encore une fois une énorme réussite du staff de Luis Enrique de faire en sorte que, on a tellement eu de blessés, de traumatismes, de joueurs importants absents dans les matchs importants il faut jamais sous-estimer le fait que tout le monde est là. Faut toujours nuancer, faire attention. Ouais, mais avant on avait tout le temps des blessés de fou, on avait Neymar qui était sur un fauteuil roulant. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'il y a le fait de faire tourner, de préserver les gens, mais parfois tu as des joueurs aussi qui jouent avec des petits pépins. Ah, très bien, il faut savoir le noter. Écoutez le doc, Marc, viens voir le docteur, n'en aie pas peur. Ouais. Merci beaucoup les amis, il est temps de siffler la fin de ce podcast. Voilà, 100% PSG, la tribune, le podcast d'ici Paris, Île-de-France, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Romain, merci à Alexandre, merci à Marc et merci à Arnaud qui a réalisé cette émission et ce podcast. Bien évidemment, les pouces, les petites étoiles, les commentaires, vous n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les plateformes de téléchargement. Vous n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. On est bien évidemment preneurs. On se retrouve pour le débrief, j'allais dire. Alors le débrief, ça sera 16h l'enregistrement, donc 18h, 18h30 disponible mercredi soir pour cette rencontre entre Brest et le Paris Saint-Germain. On débriefera ça avec une nouvelle bande. Et puis je vous rappelle que bien évidemment, il y a 2 matchs à suivre en intégralité sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France cette semaine. Ce sera bien évidemment Brest Paris Saint-Germain, 18h45 demain en intégralité. Et ensuite, il y aura le match entre Toulouse et le PSG. Ça, ce sera du championnat dimanche, non, c'est samedi à 21h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher ce podcast.